C'est un set qui est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. Je crois qu'il y a il y a 2 autres vaisseaux qui ont été créés de façon, on va dire, miniature pour les 25 ans de Lego Star Wars, en fait. Voilà, donc le premier set Lego Star Wars est sorti il y a son multi de 25 ans, et du coup, pour l'occasion, ils ont créé des sets comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me convient très très bien au niveau de taille. Parce que ça peut rentrer sur une de mes étagères sans que ce soit trop encombrant. Et puis surtout, c'est un set Lego qui ne coûte pas très très cher. Le set Lego sur le site de Lego est à 85 euros, 84,99 euros. Et sur Amazon, il est souvent à 79 et je l'ai trouvé à 67 euros sur Amazon. Donc pour le coup, ça en valait la peine. Voilà. Je devrais normalement pouvoir regarder les streams dimanche. Par contre, hâte de juger. Ah bah on fera appel au coach Rémi comme on avait fait à une époque. Et ça va être très très drôle. Donc voilà le Faucon Minium. Beaucoup d'aficionados de Lego ont tendance à considérer que ce set Lego là est le meilleur set Lego Star Wars. De par le côté miniature et réaliste de la chose, semble-t-il. Donc on va s'attaquer à ça aujourd'hui. On va ouvrir la boîte. Évidemment, j'ai réussi à louper l'ouvrage de boîte. Et vraiment. Et bonjour, Tricky54. Ça va bien. Ça marche tout à l'heure, Rémi. Alors attendez, si je fais ça, on a à la caméra. Le fameux ASMR Lego, comme d'hab. Pas beaucoup de sachets, hein. Merde. Il me semble bien que j'avais senti un truc tomber. Et le manuel. Je ne referai pas la vanne du manuel Vals, hein, je l'ai déjà faite. Hop là. Donc le manuel, comme d'habitude, quand je fais du Lego en stream, je ne me sers pas du manuel puisqu'il est présentement juste ici. C'est tout l'intérêt, c'est d'avoir le manuel sur mon écran, ce qui me libère moi de la place. Et alors il y a 10 sachets semble-t-il, donc il est classé dans l'ordre. Pour essayer de pas trop perdre de temps non plus. Donc je cherche le numéro 8. Ça, c'est le premier. 2, 3. Ah non, il y a un 11e set. 11e sachet. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. On va faire comme ça. Bon. Et il y a ce petit truc là qu'on va garder pour plus tard. Évidemment. Donc j'ai pas pris beaucoup de bols cette fois-ci parce qu'en théorie je devrais pas en avoir besoin de beaucoup. Je vais me mettre dans cette position là pour construire et puis bah en avant. Alors moi il y a quand même juste un premier truc que je fais pour revenir à parté, c'est que sur un des précédents sets Lego que j'avais eu, je crois que c'était la pyramide de Gizeh, ils avaient dit qu'ils allaient mettre des trucs, des sachets en plastique, en papier recyclé. Bon bah oui, c'est un set quasi nouveau, on est encore sur le bon vieux carton. Donc il y a encore un peu de travail du côté de Lego pour essayer de proposer un set Lego avec un brin d'écologie. C'est toujours pareil, j'ai pas assez, à chaque fois j'oublie de prendre un deuxième bol. Alors en avant pour ce premier Lego depuis Noël. On a fait un au mois de janvier le dernier je crois. Alors je vais mettre le micro comme ça. Voilà, pour essayer de pas
D'avoir le son qui... Coactus, c'est lundi à 21h sur GoStream. Alors non, c'est pas lundi à 21h sur GoStream. On va changer ça tout de suite. Le bot dit de la merde. Lundi soir, on a dit que c'était Burger. Non, pas Coactus. Coactus, c'est mercredi. Je devais être encore bien frais quand j'ai fait mon annonce. Tiens. Là. Ok. Alors, on pas le temps. Alors, je vais essayer d'organiser le bureau à chaque fois pour que vous puissiez voir. Normalement, on est pas mal. Ma tasse de café, je vais la finir, comme ça, c'est fait. Voilà, ce sera ça de moins. Ah, vous avez demandé la police. Ne quittez pas. Alors, attends, et si je relevais un peu comme ça? Voilà. Que je profite un peu de la place comme ça. Peut-être un peu excentré sur la caméra que je vais régler comme ça. Ah, ça peut être pas mal ça. Voilà, un petit peu changer la position des choses. Et mettre les boîtes là. Bon. On va tenter, hein. Allez, c'est parti. Ça me fait penser qu'il faudrait que je me remette à regarder Star Wars un petit peu. Après, c'est toujours la question que je pose dans le chat, c'est est-ce qu'il y en a qui sont fans de Star Wars, qui ont vu les films Star Wars? Je sais que j'ai découvert Star Wars un petit peu tard. Je sais plus si j'en avais déjà parlé quand j'ai monté les autres sets Lego Star Wars, parce que en termes de sets Lego Star Wars, j'en ai quand même quelques-uns aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le casque de Dark Vador, j'ai le casque de Stormtrooper, et j'ai R2D2. Donc c'est mon 4e set Lego Star Wars. Et personnellement, j'ai un peu découvert Star Wars sur le tard, pour une raison assez idiote, je vous le cache pas. Parce qu'en fait, j'ai pas eu l'occasion de regarder Star Wars quand j'étais gamin, parce que mes parents n'étaient pas des fans de Star Wars. Et donc du coup, j'ai jamais regardé Star Wars quand j'étais gamin. Et même quand est sorti l'épisode 1 et 2, les épisodes 1 et 2 quand j'étais encore au lycée chez mes parents, bah du coup j'ai pas été bercé par ça, donc j'ai pas été voir. Et je me rappelle qu'après donc je suis arrivé donc en BTS audiovisuel et que à ce moment-là, j'avais des potes qui voulaient regarder le Star Wars. Je dis ah vas-y ça m'intéresse pas, c'est nul et tout. Et je me rappelle aussi que donc du coup on a regardé l'épisode 3. Donc moi le premier Star Wars que j'ai vu c'était l'épisode 3. Et à l'époque, je vous ramène, hein, on est en 2000, entre 2005 et 2007. À l'époque, on n'avait pas encore les écrans plats. Non. Désolé de vous l'apprendre. On n'avait pas encore les écrans plats. Et donc, j'ai regardé donc la première fois Star Wars, donc en regardant l'épisode 3, sans savoir ce qui s'était passé dans les précédents films, sur un écran de 36 cm 4 tiers. Voilà. Voilà dans quelles conditions j'ai regardé les premiers Star Wars, mon premier Star Wars.
Et je me rappelle aussi qu'à l'époque, on avait un peu charrié, donc le pote qui était un peu fan de Star Wars avec un autre. On avait passé toute la séance à se marrer, parce que les dialogues dans Star Wars, c'est quand même quelque chose, quoi. On va pas se mentir, c'est quand même un truc assez particulier, disons-le. Donc ça, c'était ma première expérience Star Wars, et pendant très longtemps, c'était en 2007. En 90, oui, c'était en 2007, oui, merci. En 90, parce que du coup, en 90, comme je disais, je regardais pas Star Wars. Et je me fais encore attaquer. C'est pas très gentil. Sur mon grand âge. Déjà que je suis en train de dire que j'étais en BTS en 2007, les gars. Donc vous rendez-vous compte quand même de mon grand âge. Cette jeunesse ne respecte pas ses anciens. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, il faut que j'en mette 2 dans ce sens et 2 dans l'autre. J'ai eu le bac en 2012. Ouais, bah voilà. En 2012, j'étais déjà daron de 2 gamins. Qu'est-ce que je te dise? Et donc, je me rappelle que pendant très très longtemps, j'ai craché sur ça, sur Star Wars, en disant ouais, mais c'est nul, machin et tout. Mais c'était vraiment purement une position, j'allais dire, d'intellectuel bobo, quoi. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fond très rationnel, si vous voulez, sur mon explication. C'était juste une position assez stupide de dire ouais, non, mais Star Wars c'est naze, Star Wars c'est naze. Et donc je crois que c'est à peu près en 2012, du coup, mon cher Rémi, à peu près, que je me suis dit, tiens, je vais peut-être quand même me mettre à Star Wars, histoire de pas mourir idiot. Ah, je suis emmerdé là. Non, c'est mes yeux qui sont emmerdés, je ne vois rien. Donc, je me suis mis, j'essayais de mettre ma femme à Star Wars, mais elle lutte la bourre. Ah bah oui, mais alors ça, normal. Ça va pas se faire du jour au lendemain. D'autant que, comme je t'ai dit, hein, moi j'ai mis très très longtemps avant de m'y mettre. Hein. Et avant de reconnaître mes torts. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est quoi? Je vais me mettre à Star Wars. Et le pire, c'est que je me suis même carrément acheté vraiment le Star Wars, le coffret Blu-ray à l'époque. Merde, j'ai mis à l'envers. Donc le gros coffret Blu-ray. Alors c'est pas le gros coffret avec les 6 films, c'est les 2 coffrets indépendants parce que pareil, quand j'ai voulu le prendre sur Amazon, en gros le coffret était c'était plus intéressant financièrement d'acheter les 2 coffrets à part que de prendre le gros coffret. Mais en soi, c'est pas dramatique non plus, mais bon. Et bah du coup, en me mettant à Star Wars, j'ai trouvé ça très passionnant. Alors évidemment, c'est toujours pareil, hein, le jeu d'acteur est ce qu'il est, mais je pense que ça fait partie un peu de dire du cahier des charges avec le temps, parce que forcément les années 70, le premier film Star Wars c'est encore les années 70, je crois que c'est 78, 77. Donc forcément on avait ce jeu d'acteur un petit peu théâtral. Donc en plus quand vous prenez des acteurs comme Alec Guinness qui sont des acteurs shakespeariens, donc effectivement vous pouvez avoir cette et ce jeu un peu excessif et tout avec ces dialogues parfois douteux, disons, et c'est resté. Et bah, ça fait aussi tout le charme. Donc du coup, personnellement, je crois que j'ai regardé Star Wars pour la première fois en le regardant vraiment dans l'ordre chronologique d'un point de vue du scénario. Donc du coup, j'ai vu épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, j'ai été regarder les autres, évidemment. Et je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que de toute manière, les seuls Star Wars vraiment réussis, c'est la trilogie originale.
je pense. Et qu'après on peut mettre dans l'ordre la prélogie. D'un point de vue qualité, je parle. Hein. Et après on peut revenir sur les autres éléments, bien entendu. Donc du coup, je pourrais pas dire exactement quel est mon Star Wars, on va dire un peu préféré. Je crois que comme beaucoup, j'aime beaucoup l'épisode 5, pour être très original. Ce que j'aime être original, vous l'aurez compris. Ah oui, ok, ça c'est l'intérieur du vaisseau, on est en train de faire genre, il y a les gens. Ouais, c'est ça. Genre je vais faire Chewbacca. Pour moi, le 1 pour moi, après Anakin devient con, oui. Après, le truc c'est que c'est pareil, on savait qu'il allait être con. En soi, on n'a jamais été très surpris par le fait qu'il allait être très con. Puisqu'encore une fois, c'est sorti avant les autres épisodes, donc on sait. On sait où on mettait les pieds, si j'ose dire. Ok, donc là on a fait l'intérieur du Faucon Millennium avec ce qui est supposé être R2D2, attendez, hop, pardon, R2D2, Chewbacca. C'est minimaliste quoi. Attendez, hop, comme ça, comme ça. Faut respecter le sens. J'ai bien aimé le set aussi, alors effectivement, c'est là où je suis assez d'accord. Je trouve également, si vous voulez, que pour moi l'épisode 7 était plutôt réussi parce que il y avait ce qu'on n'avait pas a priori retrouvé dans la prélogie, ce côté un peu les 4, 5, 6, j'ai moins regardé. Ah, pourtant c'est vraiment la matière première de base quoi. Et, où on pouvait faire un film de SF avec des moyens techniques relativement, j'allais dire limités. Alors, relativement limité, il faut le prendre avec des grosses pincettes quand même. Hein. Parce que on avait quand même des cadors, des effets numériques, hein, enfin des effets spéciaux, parce que numérique, le terme n'est pas à propos parce que n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux à l'époque, mais numérique, ça n'existait pas encore, mais il y avait quand même un gros taf sur les effets spéciaux, disons-le. Mais du coup, c'est vrai que l'épisode 7 m'avait plutôt plu, effectivement, parce qu'on retrouvait un peu cette esthétique qu'on avait dans les épisodes chronologiquement juste avant, l'épisode 6 par exemple, avec les Ewoks et tout, c'est un peu ça quand même. Alors, que je me mélange pas encore les pinceaux comme une merde. Que je commette pas d'erreur dès le premier sachet, c'est un peu mon objectif. Donc c'est pour ça que j'étais content de retrouver Star Wars à ce moment-là, sous cette forme-là. Après, J.J. Abrams, ce n'est pas non plus un grand réalisateur. Moi, j'ai pas peur de le dire. J.J. Abrams est un excellent scénariste qui a fait d'excellents trucs pour la télé. Alias, Lost, par exemple, pour ne citer que ça. Pour autant, mon perso préf, c'est Kylo Ren. Ouais, alors... Ça, après, on peut encore s'interroger, et je vais y revenir plus tard, sur
Le problème qu'a, on va dire, Star Wars avec ses scénaristes, hein, surtout, à se renouveler, hein, parce que, bon, on va pas se mentir, on tourne un peu en rond très vite. Bien, alors, sachet numéro 2. Parce qu'effectivement, tout le problème de Star Wars réside quand même vachement dans la lutte du bien contre le mal, tout ceci, tout cela. Ce qui en soi n'a rien de très révolutionnaire, mais ils ont jamais dit que ça allait être des révolutions scénaristiques. C'est un peu une fable politique. Enfin, pas politique, parce que les premiers Star Wars n'étaient pas très politiques. Lequel qui est récipient celui-là? C'est bien dégueulasse. Hein. Hop là. Alors, on met ça de côté. Pour le moment, il me faut ça avec ça. Et en fait, le problème derrière, c'est que quand ils sont partis sur les nouveaux épisodes, effectivement, on a très vite retrouvé une sorte de Dark Vador bis, ou qu'on pourrait qualifier de Dark Vador de Wish, en la personne de Kylo Ren, donc effectivement, qui se trouve être le fils, en plus de la princesse Leia et de Han Solo. Ce qui est et qui en est un simple méchant, voilà. Non, mais on te vend des choses dans le set qui n'ont aucune suite dans les autres films. Alors ça, c'est un autre problème auquel on peut s'attarder. C'est que en plus de ne pas savoir dans quelle direction aller, ils ont fait appel à des équipes différentes pour faire les films. C'est-à-dire que tout ce qui avait été établi par le passé dans les films, si vous voulez, vous avez la trilogie de départ qui avait été, on va dire, mis en scène par plusieurs réalisateurs différents, dont je crois George Lucas qui avait peut-être fait le troisième, mais je ne suis même pas sûr qu'il les avait fait. Et salut Richard, comment ça va? Super site Lego et ses petites refs que seul le constructeur gardera en mémoire. Oui. Après, en petite ref, il y avait juste ici, dans ce, hop là, juste ici, pardon, dans ce coin-là, le cockpit du vaisseau avec R2D2, Chewbacca. Voilà. Ah, je filme mal. Hop, c'est censé être Chewbacca. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Donc, il y avait une sorte de quand même de cohérence scénaristique et artistique. Ah bah d'ailleurs, en parlant de ref, on va en faire une autre, semble-t-il. Donc ça, c'est Finn, hein, a priori. T'es réalisateur, non? Moi, j'essaye. À mes heures perdues. Ils ont donc 3 réalisateurs différents, mais George Lucas qui était derrière pour la première trilogie. La prélogie... Non, c'est pas Finn. Oh, je pense que si. Ça, c'est clairement Finn. Hein. Stormtrooper Black... Excusez-moi, hein, quand même, je connais mes classiques. Et après, donc, la prélogie, c'est George Lucas qui a fait tous les films. Mais arrive cette fameuse trilogie, donne-le le mode d'emploi en FR, sinon, bah, pourquoi faire? Il est très bien. Ouais, il est en anglais, mais ouais, c'est vrai que j'aurais pu le prendre en français, mais on s'en fout, c'est pareil. C'est pas le texte qui compte. Et donc, je vais arriver à finir ce que je dis. C'est à partir de là où ils sont partis complètement en sucette, puisque donc un réalisateur scénariste par film. Si justement t'as la rêve de la scène expliquée par R2D2. Ouais. Donc J.J. Abrams fait l'épisode... Merde, j'ai pas mis le bon. Si. J.J. Abrams réalise l'épisode 7 et après il confie la réalisation et le scénario de l'épisode 8 à Rian Johnson. Rian Johnson à qui on devra derrière à couteau tiré ce genre de film là.
Excellent film au demeurant, mais c'est tout à fait autre chose quand même. Ok. Ensuite. Et Ryan Johnson, du coup, effectivement, va partir totalement à l'opposé de ce que J.J. Abrams avait prévu dans les plans. D'ailleurs, je crois que le Star Wars de Ryan Johnson est scénaristiquement parlant, a tout flingué dans la trilogie, oui c'est ça. Ah oui, parce qu'en fait il part dans des directions qui sont tellement opposées à ce qu'on pouvait supposer derrière, que forcément... derrière on peut pas... on peut pas suivre. Ou alors quand tu suis cette nouvelle position là, il faut la conserver, et c'est ce qui ne s'est pas passé. On le sait. Puisque bah, comme il s'est fait chier dessus par les fans derrière, Disney, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit bon, attendez, là ça va passer la cata, on va retourner chercher J.J. Abrams. Comme ça, J.J. Abrams il va reprendre là où il s'est arrêté. Donc en gros, c'est comme s'ils avaient annihilé l'épisode. Enfin, c'est comme s'ils avaient annulé, pardon, pas annihilé, l'épisode 8, scénaristiquement parlant. Ce que tu peux pas faire. Ce film existe, donc il faut l'intégrer. Et c'est comme s'il l'avait totalement viré du schéma scénaristique. Donc adieu les Chevaliers de Rennes, adieu plein de choses. Par contre, moi je suis désolé, mais il y avait quand même un truc qui était assez dingue dans l'épisode 8, il faut revenir quand même là-dessus. C'est que d'un point de vue esthétique, c'est probablement un des plus beaux. Le Star Wars épisode 8, je suis désolé, mais esthétiquement parlant, c'est probablement celui qui était le plus joli. Que ça soit la scène dans je crois, le casino, qui était très très réussie, que ça soit la séquence dans le genre d'écurie où il y a les bestioles, j'ai oublié leur nom parce que j'ai une mémoire de poisson rouge pour les noms. Que ce soit la séquence finale avec le genre de désert avec le sol rouge, enfin blanc, et dès que tu creuses un peu c'était rouge. Artistiquement, cette idée, c'était une idée de génie. Donc en fait, le film avait les gosses dans les écuries qui ont fini dans l'oubli. Oui, bah ça aussi, c'est vrai. On termine quand même là-dessus. Ils sont censés représenter plus ou moins l'avenir des Jedi disparus. Au profit, au final, dans le dernier épisode, du coup, bah, de ce qui était la suite logique de l'épisode 7, encore une fois. Et on en revient toujours à cette dualité du bien contre le mal, etc. etc. D'un inintérêt au possible. Avec le caméo d'Harrison Ford qui n'avait aucun intérêt, encore une fois, pour l'histoire. Vraiment, on peut s'interroger sur l'utilité de la présence d'Harrison Ford dans la dernière trilogie. Hein. Et qu'on vienne pas me parler d'une sorte de quête de rédemption de Kylo Ren après avoir tué son père. Je suis désolé, il faut arrêter avec ça aussi. Ça, pour moi, c'est totalement stupide. Donc il y a vraiment tous ces trucs-là qui ont été faits, qui n'ont pas de sens à proprement parler. Alors du coup, attendez, je me mets dans le bon sens. Donc voilà, ils ont un peu raté pas mal de choses dans Star Wars. Ils ont raté plein de choses, hein, rassurez-vous. Hein. S'ils avaient raté que ça se saurait. Hein.
Par contre, ils avaient parfaitement bien réussi le fameux, ressucé de la trilogie 4, 5, 6, avec retour des acteurs pour la nostalgie. Ce qui marchait à Hollywood, alors ce qui marchait, hein, ce qui a eu marché. Il y a effectivement cette période à Hollywood qui, je pense, commence un tout petit peu à passer de la nostalgie de: «Ah, c'était mieux avant, donc on va faire comme on faisait avant». Clairement, je pense que ça s'est un peu tassé aujourd'hui, mais effectivement, que ce soit les Top Gun et compagnie, ça fait partie du truc. Le nouveau SOS Fantôme, alors justement, le SOS Fantôme, pour moi, c'est déjà la démonstration qu'on est sur la fin de ce truc. Parce qu'ils ont effectivement refait un SOS Fantôme il y a quelques années, qui était au par ailleurs excellent, je le dis. J'avais été le voir à l'époque de sa sortie au cinéma, il était excellent. Il avait pas tant un côté, on va dire, nostalgie, le premier SOS Fantôme, parce que le propos, c'était vraiment, des gamins qui, se retrouvent, avec les pouvoirs, enfin avec, la voiture et tout, qui vont chez Harold. Alors oui, certes, il y a quand même un peu la nostalgie de derrière, parce que les événements, font référence à un des personnages de l'histoire originale, mais je trouvais que, ça se valait bien comme étant une suite et pas une ressucée du premier. Là où en revanche, encore une fois, on est, sur quelque chose qui est, aujourd'hui totalement, OK. Celui qui vient de sortir là au cinéma, pour moi, c'est une catastrophe. Je sais même pas ce que ça va valoir parce qu'effectivement, pour moi, ils ont loupé, ont raté le coche en faisant une sorte de suite qui n'en est, enfin, mais en remêlant tous les personnages d'avant, et on n'a pas envie, quoi. On n'a pas envie de voir les vieux comme ça. Enfin, je parle pas pour moi, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je veux dire, Bill Murray, au bout d'un moment, quand même pas tout jeune, quoi, et ça se voit. Donc SOS Fantôme, encore une fois, connerie, commerciale. En plus, là où vraiment j'avais vraiment aussi quelque chose qui me plaisait beaucoup sur le précédent épisode, surtout qu'ils sont bien vus en plus, oui. Ils ont pas loin de 80 ans tous. D'ailleurs, ils avaient, il y a des trucs qui tournaient là, l'acteur, le Black. Merde. Ah, je suis con, j'ai pas regardé. Je suis allé trop vite. Ouais. L'acteur Black, ils ont montré, il a 80 balais, mais par contre, il est affûté comme, on dirait qu'il a 40 ans, le mec. Je vous jure, hein. Mais bon, bref, erreur, le truc sert à rien. On l'a déjà vu dans Quantumania, Bill Murray. Bref, autre sujet fâcheux. De quoi, Marvel? Autre sujet très fâcheux, Marvel, hein. Moi, je crois que j'ai abandonné, hein, pour Marvel, hein, vraiment. Aujourd'hui, j'ai plus. Ah, d'ailleurs, ils ont abandonné eux-mêmes, hein. Y a pas de film Marvel cette année, je crois. En même temps, il faut faire une pause parce qu'on en était vraiment arrivé au stade de la saturation où on n'avait plus rien à raconter, quoi. Faut vraiment dire les choses, hein. Que ça soit DC ou Marvel, ils nous ont tellement abreuvés comme des animaux de contenu que bah, ce qu'on te mettait dans l'abreuvoir était de qualité bien médiocre.
What the fuck. Donc encore une fois, pas très surprenant, hein. Puis on peut parler de ça, on peut parler des films de... Moi encore, Marvel, j'aimais bien Marvel, mais j'étais pas on va dire le fan absolu de Marvel, si tu veux. Bien que j'ai tous les films, d'accord. Mais c'est plus DC Comics qui m'a vraiment peiné. Plutôt. Non. Qui va pas là. Attends. J'arrive pas à déterminer la position exacte que je suis censé adopter là. Parce que là il rentrera jamais, donc c'est ça. Ouais. Le positionnement... Ouais, c'est ça. Parce que quand tu regardes leur plan, il est censé ne pas dépasser, alors que là il dépasse de ouf, quoi. Comment tu peux sortir certaines séries... Hawkeye, mon dieu. J'ai jamais regardé Hawkeye. J'ai arrêté de regarder les séries Marvel. J'ai regardé She-Hulk, mais j'ai pas tant regardé She-Hulk pour voir un désastre annoncé ou pour autre chose, mais c'est parce que j'aime beaucoup la comédienne. Donc je voulais quand même regarder. J'aimais beaucoup Tatiana Maslany dans la série Orphan Black. Si vous n'avez jamais regardé cette série, elle est sur Netflix, je crois. Vraiment, je vous invite à regarder Orphan Black. C'est une des meilleures séries avec une performance de la comédienne extraordinaire puisqu'elle incarne elle incarne une dizaine de personnages, ce sont des clones. Ça lui avait valu un Golden Globe ou un Emmys à une époque, hein, quand même. Ok. Bon, l'écartement me surprend un peu moins là sur ce côté-là, mais ok. Et donc vraiment grosse perf de la comédienne, donc moi je voulais regarder juste pour ça. Et effectivement la série est pas ouf. Après le problème, alors il y a une vidéo d'un youtubeur que je suis qui s'appelle Atom, hein, A-T-O-M, qui parle beaucoup d'effets spéciaux et qui en gros explique pourquoi les films aujourd'hui, les effets spéciaux d'aujourd'hui sont pourris. Il y a plusieurs explications. La première réside dans le fait que Marvel fait fait trop de films et prend trop de place sur le marché. Ça c'est le premier point. Il y a le fait que les créatifs en fait prennent trop de place au détriment de l'artistique et qu'on ne sait plus du coup. Je suis censé le positionner sur quoi? Sur ça? Ouais, apparemment. Ok, bon. Hop. Ok. Ouais, donc il y a aussi ça, quoi. Quand les mecs prennent trop de place... Attends, j'arrive pas à voir où je suis censé aller, moi. Ah, si. J'ai compris. Et c'est surtout qu'encore une fois, on a vraiment affaire à des mecs qui se disent bon, bah, on va tourner ça comme on peut, et d'expliquer que sur certains plans des films Marvel, en fait, si eux, les mecs, ils en ont tellement plus rien à foutre. Ils disent bon, allez, on va mettre juste un petit drap bleu. Et puis, on verra ça en post-prod. Comment tu peux sortir les effets éclatés de She-Hulk et dire que c'est ok? Et parce que les délais.
Parce que les délais de prod, pour sortir le truc, le manque de préparation. Parce que c'est aussi ça, il y a pas de... Pour préparer... on va prendre un exemple, on va prendre encore une fois, vous allez me dire, je veux encore vous faire chier avec ça, mais Le Seigneur des Anneaux, de Peter Jackson. Je sais que je vous abreuve de ça à chaque fois, mais vous allez comprendre pourquoi j'utilise cet exemple-là, parce que c'est probablement l'exemple le plus parlant. D'accord? Donc, prenez Le Seigneur des Anneaux. Pour faire la trilogie du Seigneur des Anneaux, ils ont eu 18 mois pour préparer le tournage. Donc pendant 18 mois, ils ont eu le temps de faire des recherches artistiques, ils ont eu le temps de créer, d'imaginer des décors sur papier, en maquette, etc. etc. De imaginer les batailles, comment les faire, du coup comment les tourner. Ce qui fait qu'au moment du tournage, les mecs, ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire les choses convenablement. Et quand il fallait intégrer les effets spéciaux étaient intégrés intelligemment parce qu'ils savaient déjà où ils voulaient aller. Prenez le Hobbit maintenant, qui a été fait 10 ans plus tard, avec donc une technologie meilleure. Ce qui fait qu'on pouvait se dire que techniquement et artistiquement, le film pourrait être de meilleure qualité. Et bah, en définitive, ils ont eu que, au lieu d'avoir 18 mois pour préparer la trilogie, ils en ont eu que 6. Et bah, fatalement, le fait qu'il n'y ait eu que 6 mois pour ça, bah, ça fait que ils n'ont pas pu préparer les visuels des personnages. C'est pour ça que par exemple Azog, qui est l'antagoniste de la trilogie du Hobbit, au départ c'était un comédien qui était censé être grimé et tout. Ils avaient commencé à tourner avec ce visuel là. Et ils se sont rendus compte, quelques jours après le début du tournage, que ça n'allait pas. Que le visuel ne correspondait pas aux attentes, que c'était pas assez imposant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de tourner avec le mec et ils ont réembauché un autre gars pour le faire en motion capture. La bataille des 5 armées est un exemple parfait du foirage. Attention, hein, moi j'aime ces films-là, hein, malgré tout. Hein, donc comprenez bien que quand j'explique le foirage, je parle de foirage d'un point de vue créatif et artistique. Mais Peter Jackson a été quand même suffisamment malin là où Marvel ne l'est pas, par exemple, en disant on est un peu dans la sauce, on ne va jamais arriver à faire quelque chose qui soit quali, donc on va demander à Warner de pouvoir faire 3 films. Parce qu'on a quand même un grand moment épique qui s'appelle la bataille des 5 armées, enfin à un moment donné qui est la bataille des 5 armées, qui est présent dans le conte, mais de façon très brève. Mais le fait que ça soit bref, fait qu'on va avoir beaucoup de temps à raconter ça. D'autant plus que moi, Peter Jackson, alors quand je dis moi, je parle pas de moi, mais je me mets à sa place. On va m'attendre au tournant. En matière de bataille, parce que j'ai fait la bataille du gouffre de Helm, la bataille du champ des Pélénor dans le Seigneur des Anneaux, donc je ne peux pas ne pas proposer aux gens une vraie bataille digne de ce nom. Le problème, encore une fois, c'est qu'au moment où ils imaginent qu'ils doivent faire la bataille, ils ont déjà commencé le tournage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Peter Jackson il est en train de tourner le film et en même temps de préparer la suite du tournage. Imaginez un peu
comment voulez-vous que le mec il s'en sorte, d'accord? C'est exactement ce qui s'est passé, et donc la bataille des 5 armées a été vraiment faite dans des conditions dantesques. Et bah c'est pareil pour Marvel, c'est-à-dire que manque de préparation évident à chaque fois qu'ils tournent un truc. Les mecs ils se disent ouais bon on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. En plus ils ont une culture de l'anti-spoiler qui en devient débile. Puisque du coup ils se disent bah non non non, il faut pas que les gens sachent ce qu'on est en train de faire, c'est pas possible. Donc surtout, on ne montre rien. Donc au lieu de tourner du coup dans des vrais décors, on va tourner sur des fonds verts ou des fonds bleus, en studio. Du coup ça veut dire qu'on va user d'effets numériques alors qu'on aurait pu partir sur des vrais décors. On va user du coup de faux décors alors qu'on aurait vraiment pu en utiliser des vrais. Du coup bah parfois, et moi je pense à la séquence par exemple dans... d'ailleurs c'est un peu le cas dans beaucoup de films de super-héros aujourd'hui, mais les batailles finales se déroulent souvent dans des décors qui sont d'une pauvreté visuelle. Pour une simple raison, hein, encore une fois. Comme il faut un décor qui soit bidon. En vrai, même quand je... bah du coup, le décor, il n'y a rien dedans, quoi. Le décor est vide. C'est un désert, hein, le décor. Limite, vous voyez. Ce qui est un peu fâcheux pour des gens qui doivent sauver le monde, soi-disant. Avengers Endgame, qui est peut-être... qui est le climax de ce que Marvel a fait de mieux, voilà, il faut le dire. Je pense que c'est après Avengers Endgame que ça a commencé à merdoyer côté Marvel. Le film était bougrement réussi, mais la bataille finale, où en gros elle a lieu dans les ruines de l'Avengers Campus. Si vous regardez bien le décor, malgré le côté comment dire, malgré le côté épique de la chose, était pauvre visuellement. Et c'est triste que le décor soit pauvre visuellement. Parce qu'on est en droit de se dire qu'on ne méritait pas ça. Donc le fait qu'ils soient obligés de tourner dans des décors comme ça à chaque fois, c'est juste... voilà. Et moi je pense à la séquence de No Way Home. Donc la séquence où Spider-Man affronte pour la première fois les méchants, où il est au milieu, entouré de comment dire, de lignes à haute tension. En matière de pauvreté de décor, on se pose là, hein. C'est vraiment là, cette séquence là, quand je l'ai vu la première fois, je me dis mais sans déconner, ils se foutent de la gueule du monde, les mecs. Ils en ont plus rien à faire. C'est une scène qui se veut épique, mais le décor autour est tellement pauvre, en plus dans l'obscurité, puisqu'on est on est au milieu de la forêt, quoi, en gros. Donc elle n'a aucun sens. Donc c'est tout le problème de Marvel. Mais rassurez-vous, DC Comics, ils ont fait pareil, hein. Et ça va s'améliorer probablement avec le temps, hein, mais... ou pas.
Et si vous regardez les films qui ont été faits chez DC sur la fin, c'est pareil, hein, c'est pas très très brillant artistiquement parlant. Et puis alors, voilà, enfin, The Flash, c'est vraiment l'exemple aussi parfait de la catastrophe. Les mecs en ont plus rien à foutre et qui disent bon bah allez hein, on va bâcler hein. On en a plus rien à foutre de toute façon. Hein. Ce qui est dommage, c'est que The Flash sur le papier avait tout pour plaire. Ils avaient eu plutôt, on va dire, des bonnes idées avec le retour de Michael Keaton. Retour qui était également prévu dans un autre film qui a été tourné mais qui a été annulé, qui était Batgirl. Alors je dois vous avouer que j'aurais été quand même curieux de voir ce qu'ils allaient faire dans ce film-là. Je vous cache pas que j'ai un peu du mal à saisir le propos, mais bon, why not hein. Et bon, ce film-là, ils l'ont tué dans l'œuf, littéralement, en disant non, ça ne fonctionne pas, on abandonne. Donc ils ont foutu je sais pas combien de millions de dollars à la poubelle. Mais c'est pas grave. Donc c'est un problème encore une fois. Hein.